Il est temps de se parler de l'iPhone 15 Pro Max qui vient remplacer l'iPhone 14 Pro Max qui lui-même avait remplacé l'iPhone 13, enfin bref, on s'en fout. On se parle aujourd'hui du dernier gros modèle d'Apple, dernier gros modèle qui est juste ici. Alors l'iPhone 15 Pro Max, c'est un smartphone qui est intéressant parce que bien souvent quand on regarde les iPhones, on se dit tiens, il ressemble vraiment à l'iPhone de l'année dernière. Il a le même look and feel, à peu près la même idée. Si vous comparez par rapport à l'iPhone 14 Pro Max, globalement, il se ressemble un petit peu. Pour autant, il y a vachement de choses qui ont changé. Il y a plein de nouveautés, c'est super intéressant. Donc je vais vous donner mon retour, vous dire ce que je pense de cet iPhone, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui marche pas, un peu de tous les côtés. Première chose, c'est celui-là. On se parle de l'iPhone 15, iPhone 15 Plus dans quelques jours. Donc ça, c'est une autre histoire. Pensez à vous abonner comme ça, on en parle un peu plus tard. On se concentre aujourd'hui sur le Pro Max, qui est le plus gros modèle, qui est aussi un modèle hyper canon et super intéressant. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, lorsque vous le regardez, effectivement, on a le même look and feel de ce qu'on avait sur notre iPhone. C'est-à-dire qu'un iPhone, ça reste un iPhone et c'est l'idée de toute façon des équipes de Tim Cook ici de vous dire un iPhone reste un iPhone. Pour autant, il y a plein de nouveautés. La première chose à savoir, vous avez dû le voir si vous avez regardé un peu la keynote, si vous avez regardé les nouveautés, c'est tout ce contour en titane que vous allez avoir. L'idée, c'est d'apporter plus de résistance, surtout de venir gagner en poids par rapport à la concurrence avec des smartphones de plus en plus légers. Il est évident que sur un 15 Pro Max, c'est un gros smartphone, c'est pas là où on va avoir énormément de légèreté pour autant. Pour autant, on passe de 240 grammes avec ce modèle l'année dernière à 221 grammes avec celui-là. Alors ça reste quand même assez lourd, c'est un smartphone qui est imposant, mais croyez-moi, on gagne quand même en poids, ça c'est pas mal. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'on garde toujours ce dos en verre mat qui est derrière, qui prend pas trop les traces de doigts, qui est très sympa. On a toujours le Ceramic Shield à l'avant qui fonctionne bien et qui est très cool, donc pas de souci là-dessus. Donc on a un smartphone qui est résistant, qui est beau. Donc en termes de design, mis à part le titane sur le côté, on se dirait pas grand chose de neuf. Non, il y a une vraie grosse nouveauté. Et pensez à venir protéger votre iPhone 15 Pro Max, d'ailleurs vos iPhones en règle générale et tous vos smartphones en règle générale. J'ai des coques de mon partenaire Rhino Shield. Alors regardez, c'est super cool parce que Rhino Shield m'a fabriqué une coque Monsieur Greux. Ça, c'est la solide suite Monsieur Greux dans lequel je vais pouvoir venir poser mon iPhone et ça vient l'épouser bien évidemment parfaitement. C'est extrêmement résistant et j'adore le look. Alors il y a vraiment un truc qui est très cool avec Rhino Shield, c'est que vous pouvez venir totalement personnaliser vos coques. Ici des Solid Suite. Alors les Solid Suite, elles existent dans différentes couleurs. On les a ici pour les iPhone 15 Pro me semble-t-il. Vous voyez, il y a plein de différents. Allez jeter un coup d'œil sur le lien que je vous mets dans la description. Vous verrez, il y en a énormément et ça c'est vachement cool. Ils ont également énormément de collaborations. Ils ont des collaborations avec Marvel, One Piece, Assassin's Creed, la NBA, Winnie the Pooh, Disney, Pixar, Dragon Ball Z, Snoopy, Harry Potter. J'en passe et des meilleurs. Il y en a énormément. Ça c'est quand même vachement bien. Ils ont également les clear, coques transparentes, qui sont également venues me personnaliser. Et ça aussi c'est très chouette. Ce qui fait que hop, je peux la prendre, poser mon iPhone dedans. Et là, j'ai un iPhone coque transparent, clear, totalement personnalisé ici. Ça, c'est super beau également. Petit détail chez Rhino Shield aujourd'hui, en plus, qui est tout nouveau, qui est super bien, c'est qu'ils ont une petite structure à l'intérieur en forme de bouclier qui vient rappeler le logo Rhino Shield. Donc ça aussi, c'est un petit clin d'œil et c'est très sympa. On se parle ici de coques monomatériaux grâce à l'utilisation de techniques novatrices qui rendent ce procédé facilement et intégralement recyclable tout en réduisant la quantité de matières premières nécessaires à leur fabrication. Et une fois de plus, on aide. Et l'autre point qui est génial, c'est qu'ils ont une puissance magnétique qui est 2 fois supérieure au standard de MagSafe. Vous pouvez notamment le voir sur la nouvelle gourde Rhino Shield où vous avez ici une accroche MagSafe pour venir poser votre smartphone. Je prends mon iPhone, je viens le poser ici et ça tient vachement bien grâce à MagSafe. Je peux le bouger, ça c'est cool, c'est rassurant. Alors vous le savez, chez Rhino Shield, il y a énormément de produits. Je vous ai présenté la Solid Suite, il y a la Clear, il y a également la Mode NX. Et comme ces nouveaux smartphones sont en USB-C, Rhino Shield a également des câbles en USB-C d'une longueur de 2 mètres qui vous permettra d'aller un peu plus loin si vous avez besoin de distance. Alors il existe comme ça en tressé avec une très jolie finition, un peu sur le noir, un peu grisé. Vous l'avez également en blanc. Mais il y a également plein d'autres produits chez Rhino Shield, notamment des coques pour vos AirPods. Ça, les AirPods, on en parle très prochainement. Également pour votre Apple Watch. Vous avez des bracelets pour Apple Watch, juste topissime. Vous avez également des protections d'écran anti-choc, anti-lumière bleue, des protections d'objectifs photo, mais également des lanières de téléphone ou encore Dragon. Bref, des produits, il y en a énormément pour venir protéger votre smartphone, mais pas que. Une fois de plus, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Et pourquoi pas en protégeant votre smartphone, pensez à le personnaliser. Personnellement, je trouve ça vachement joli. Il y a une vraie grosse nouveauté et elle se situe ici sur le côté. Ça, c'est le bouton d'action. Ça veut dire qu'on passe de l'année dernière du petit bouton qu'on avait d'ailleurs depuis des années, très longtemps qu'on a ça chez Apple, du bouton où on venait switcher pour avoir le mode silencieux et le mode sonnerie, à un petit bouton d'action qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut l'attribuer soit effectivement en étant comme l'année dernière, à savoir j'appuie dessus, tac, je suis en silencieux. Je laisse appuyer longtemps, paf, je passe en sonnerie. On voit tout ça avec Dynamic Island. Dynamic Island, c'est joli, c'est sympa, ça marche bien. Donc ça, c'est le premier truc, je trouve ça vraiment très cool et très pratique. Ensuite, il y a autre chose qui vient d'arriver. Vous allez dans vos réglages et là, vous venez vraiment attribuer ce que vous voulez à ce bouton d'action. Parce qu'on n'est pas obligé de le garder que pour ça. À savoir que vous arrivez dessus et là, vous choisissez. Alors, par défaut, on est là et on peut venir ensuite
switcher. Mode concentration, vous venez choisir le mode concentration que vous voulez. Moi, ce serait plus repos, par exemple, qui est ici. Je vais switcher, par exemple, le soir. Au lieu d'aller dans mes paramètres, ici et ça, je viens appuyer là. Hop là, désactiver. Hop, je laisse appuyer, activer. Donc comme ça, le soir, je suis assez peinard. Donc je trouve ça assez malin. Ensuite, vous avez appareil photo. Vous choisissez ce que vous voulez avoir. Soit de la photo, selfie, vidéo, portrait en selfie. Ok, ça marche. La lampe torche de la même manière. Les mémos vocaux, si on veut enregistrer, tac tac, un peu dictaphone en mode médecin. Je dicte mon compte rendu. Ok, si on veut. De la loupe. Et puis des raccourcis. Donc une fois de plus, je trouve ça assez malin. Vous choisissez ce que vous voulez. Vos favoris pour des appels téléphoniques, un minuteur, des applications. Bref, on peut faire vachement de choses et ça, c'est cool. Vous choisissez aussi l'accessibilité, bien évidemment. C'est extrêmement important. Ou alors carrément de ne mettre aucune action, auquel cas ce bouton n'aurait strictement aucun intérêt, je ne vous le recommande pas, mais voilà, on peut venir gratouiller et customiser. Alors moi je trouve ça cool, mais je suis un peu frustré. Pourquoi? Parce que par exemple, je vais me mettre sur la lampe torche, vous voyez, la torche, hop, je rappuie, plus de torche, jour, nuit, ça vous rappellera peut-être quelques films un peu anciens. Donc ça, c'est assez marrant, mais pour autant, ce qui me frustre, c'est que je voudrais pouvoir faire, allez, j'appuie 3 fois, tac, j'ai une action, j'appuie 4 fois, j'ai une autre action, et là, on pourrait vraiment venir utiliser ce bouton de façon utile. Et aujourd'hui, il manque vraiment quelque chose, parce que le mode silence, par exemple, ça m'intéresse, j'appuie une fois silence, j'appuie 2 fois, paf, je passe en sonnerie. Ensuite, par exemple, pour venir déclencher l'appareil photo, je voudrais pouvoir venir appuyer 3 fois. Enfin bref, des choses en nombre d'appuis répétés qui auraient un sens. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est soit une fonction, soit une autre, mais pas plusieurs en même temps. Donc je trouve ça un peu con parce qu'en fait, on se parle uniquement de venir paramétrer avec un nombre de clics de la même manière qu'on va le faire avec des écouteurs. Vous appuyez une fois à lecture, une fois à pause, 2 fois à morceau suivant, 3 fois à morceau précédent. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir ici? J'espère qu'Apple va venir le mettre parce que tel quel, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Autre sujet dont on va beaucoup parler sur ces iPhones, bien évidemment, c'est l'écran. Alors on est chez Apple, on a des écrans extrêmement bien maîtrisés, je vais pas passer des heures dessus. C'est un écran qui est tellement bien calibré, qui ira vachement bien, extrêmement lumineux, donc vous allez à l'extérieur, il n'y a aucun problème, en plein soleil, ça fonctionne. Bref, très bel écran, très bien calibré, film, série, Netflix, Disney+, MyCanal, ce que vous voulez, Molotov, j'en passe et des meilleurs, ça marche, pas de problème. En plus, comme l'année dernière, on a le ProMotion, on va de 1 à 120 Hz, de une image sur un Always On Display jusqu'à 120 images par seconde sur les expériences de gaming les plus poussées, ok. Alors Apple va pas chercher à rajouter de l'aspect pour rajouter de l'aspect. On regarde par exemple, si vous allez chez Moto, vous allez avoir un écran avec un 144 Hz. Bon, ici Apple ne le fait pas, ils doivent considérer que le 120 Hz suffit largement aujourd'hui, ce qui est vrai, voyons clair, mais on n'a pas non plus de 165 Hz, notamment en mode gaming. Alors le truc qui est intéressant avec le gaming, c'est que par contre, vous avez beaucoup de performance, une nouvelle puce qui est intéressante. Pourquoi? Plusieurs choses. La première, c'est à ma connaissance, et je pense pas me tromper, la première puce qui est gravée en 3 nanomètres, extrêmement fine. On attend l'annonce de Qualcomm qui va arriver d'ici quelques semaines, donc je vous reparlerai sur ma chaîne YouTube, donc pensez à vous abonner, avec une puce qui va être, je pense, aussi gravée en 3 nanomètres, le Snapdragon 8 Gen 3, ça devrait être ça son petit nom. Ici, on est sur la puce A17 Pro. Si vous regardez l'année dernière, on était sur la puce A16 Bionic. On a depuis, je crois que c'est depuis l'iPhone 10, le nom Bionic au niveau des puces. Donc aujourd'hui, on a la dénomination Pro, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la gamme normale, iPhone 15, iPhone 15, 15 Plus, et la gamme Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Et là, on a une puce qui a un nom professionnel. Donc ça veut dire que, je pense, et on verra l'année prochaine si j'ai raison, que l'année prochaine, lorsque sortiront les iPhone 16 et 16 Plus, vous auriez, si on suit ma logique, une puce A17, pas Pro. Sur les iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, vous auriez une puce A18 Pro, et vous continueriez à avoir sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max une puce A17 Pro. Est-ce qu'il y aura cette segmentation? Ça me paraît assez logique. On verra ce que nous fera Apple l'année prochaine, bien évidemment. Pour l'instant, ça reste que la spéculation. Toujours est-il que cette nouvelle puce, elle est intéressante pour plusieurs choses. Déjà, en termes de gaming, on va avoir du ray tracing matériel. Ça veut dire que vous allez avoir des lumières, vous allez avoir des ombres magnifiques sur votre expérience de gaming. Ils viennent vraiment faire un gros focus sur le gaming. Là où c'est vrai qu'avant, on avait aussi une bonne expérience de gaming, mais là, on va aller quand même vachement plus loin sur ces iPhones. Ça, c'est bien. Alors moi, il y a un autre truc que j'ai constaté, c'est des petits problèmes de chauffe. Lorsque on vient shooter avec cet iPhone, et là, vous voyez, celui-là, eh bien, ça chauffe quand même. Alors après, bon, Apple devrait corriger ce petit problème de chauffe pour qu'on ne ressente pas, mais lorsque vous l'utilisez aujourd'hui et que vous shootez pas mal de choses, photo, vidéo, il a tendance quand même à chauffer. J'espère que ça va être vraiment amélioré, a priori, ça va l'être. L'autonomie est aussi bonne et il n'y a pas de problème là-dessus, ça fonctionne bien. Après, ça va dépendre une fois de plus de vous, de vos usages, de ce que vous allez en faire. On a une batterie qui est un poil plus grande par rapport à ce qu'on avait l'année dernière, donc ici, bon, rien de bien déconnant, ça fonctionne. Sujet qui est extrêmement intéressant, et je vous en parlais il y a quelques jours, c'est la notion qu'avec ces iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, eh bien, vous avez une compatibilité avec un câble en USB 3. C'est de l'USB-C, vous savez, l'Europe a obligé qu'à partir de décembre 2024, eh bien, tous les fabricants de smartphones soient en USB-C, sans quoi ils ne pourront plus vendre en Europe. Apple a pris les devants, nous mettant de l'USB-C ici. Il faut dire qu'ils le faisaient déjà, qu'ils savaient le faire avec bien évidemment les MacBooks, avec les iPads. Donc il était logique de le retrouver ici. On l'a ici également et on l'a aussi sur les AirPods, le nouvel AirPods. Bon.
On en parlera ça probablement un peu plus tard. Le sujet qui est intéressant, c'est que sur la gamme Pro, eh bien, vous avez une compatibilité en USB 3. L'USB 3 vous permet d'avoir des débits jusqu'à 10 gigabits par seconde. Je vous explique tout dans cette vidéo, la différence entre les iPhone 15, 15 Plus et 15 Pro, 15 Pro Max de l'autre côté. Allez jeter un œil si vous voulez vraiment tout savoir sur ces câbles, vous allez comprendre. La seule différence que vous avez, c'est qu'ici, vous avez un câble en USB 2, pas en USB 3. Attention. Donc avec le câble qui est fourni ici, on n'aura absolument pas de vitesse de charge jusqu'à 10 gigabits par seconde. Alors je pense une fois de plus, et je vous dis tout dans ma vidéo que vous n'en avez pas nécessairement besoin. 10 gigabits par seconde, c'est si vous avez des fichiers très lourds en termes de vidéo, vous avez besoin de transfert, vous avez besoin de brancher un disque dur externe, vous avez besoin d'un monitoring qui fonctionne vachement bien, notamment une fois de plus pour les pros. Mais quand on vous parle de 10 gigabits par seconde et d'USB 3, vous ne l'avez pas par défaut ici sur les iPhone Pro. Il faut acheter le câble avec qui vaut de mémoire, je crois, 79 balles, il me semble. Une fois de plus, je vous dis tout dans mon autre vidéo. Toujours est-il que si vous voulez acheter un bloc de charge chez Apple, ça va être un bloc de charge 20 watts. Quand Apple a annoncé ce nouveau USB-C en USB 3, j'ai contacté DxOMark et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me dire, vous, une fois que vous aurez les iPhones, qu'est-ce que ça raconte au niveau de la charge? Parce que je vous ai déjà expliqué qu'en fait, lorsque vous venez charger un smartphone avec un câble qui n'est pas son câble à lui, eh bien les vitesses de charge vont être dégradées. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre smartphone et votre câble, ils vont communiquer ensemble. Et si votre smartphone ne reconnaît pas le câble, il va dire hop hop hop, c'est quoi ce truc? Est-ce que ça risque de chauffer? Est-ce qu'il peut y avoir un problème? Auquel cas, on va venir brider la recharge, charger beaucoup moins vite et ça ne le fera pas. Donc j'ai demandé à DxOMark, est-ce que vous pouvez me faire un petit benchmark, regarder ce qu'il en est, est-ce que ça charge bien, oui et non? Et ils m'ont fait ça. Merci DxOMark. Alors regardez, en fait, ce qu'ils nous disent sur l'iPhone 15 Pro Max, si vous prenez ici, c'est tout ce qui va être chargeur officiel. Donc là, on prend le chargeur de l'iPhone, le chargeur de l'iPad et du MacBook avec un bloc de charge 20 watts, 30 watts, 87 watts. Et bien, ils nous disent que de toute façon, avec tout ce qui va être bloc de charge de l'iPhone, on charge en 22 watts. Si vous prenez un bloc de charge d'un iPad 30 watts, et bien vous allez charger en 27 watts, ça fonctionne. Et si vous prenez un bloc de charge d'un MacBook ici qui est en 87 watts, ben vous chargez en 29 watts. Donc bon, c'est maîtrisé, ça fonctionne, pas de souci. Après, si vous prenez un chargeur, c'est-à-dire pas le câble, mais le bloc de charge qui est d'une marque différente en gardant le câble de votre iPhone, c'est-à-dire vous prenez le câble que vous avez dans votre boîte là et que vous avez un bloc de charge, ça peut être Samsung et compagnie, et bien on regarde ce que ça donne. Donc là, vous mettez au cul un bloc de charge Samsung en 45 watts, et bien vous chargez en 29 watts, ça fonctionne. Celui d'un Pixel 30 watts, 29 watts, ça marche. OnePlus 65 watts, vous chargez en 29 watts. Belkin 60 watts, vous chargez en 29 watts. Anker 65 watts, vous chargez en 28 watts. Et Force Power Charger 45 watts, vous chargez en 29 watts. Donc si vous prenez un câble d'iPhone que vous avez livré avec et que vous prenez un bloc de charge d'une autre marque, pas de problème, ça charge bien, il n'y a pas de souci, il y a une super compatibilité. Maintenant, on va faire une autre expérience. On va venir prendre un câble d'une autre marque. C'est là où c'est intéressant parce que votre iPhone va communiquer avec le câble, si ils se reconnaissent ou ils ne se reconnaissent pas. Donc on prend le câble d'une autre marque et on prend ici un chargeur d'iPad, chargeur 30 watts. Eh bien, on regarde, avec le câble Samsung et le bloc de charge iPad, on charge en 27 watts. Et surtout, ce que vous preniez un câble Samsung, Nothing, Realme, Asus pour le ROG Phone, Google Pixel ou OnePlus, eh bien on recharge partout en 27,6 watts, aucun problème, ça marche bien. Et on va encore plus loin, merci DxO pour les tests, vous prenez un câble Samsung avec un chargeur Samsung en 45 watts, bah vous rechargez en 28 watts, vous prenez un câble Pixel, un chargeur Pixel 30 watts, vous chargez en 29 watts, ça marche. Câble OnePlus, chargeur OnePlus 65 watts, ça charge en 29 watts, ça marche. Câble Xiaomi, chargeur Xiaomi 120 watts, bah ça recharge en 29 watts. Anker plus son bloc de charge 65 watts, vous rechargez en 28 watts, 29 watts. Force Power Cable avec le chargeur 45 watts, vous rechargez en 29 watts. Donc en fait, on voit qu'on aura même une meilleure charge avec un câble et un bloc de charge alternatif cohérent. On chargera à peu près en 29 watts par rapport à ce que vous avez en câble totalement optimisé 20 watts chez Apple, vous êtes en 22 watts. Donc dans tous les cas, c'est très cohérent, ça marche bien, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez un câble d'une autre marque et si vous avez un bloc de charge d'une autre marque, dès lors que vous n'êtes pas sur un bloc de charge 5 ou 10 watts, soyons clairs, mais que vous êtes sur du 30 watts, 60 watts, 65 watts, bah ça marche bien, il n'y a pas de souci ici, donc soyez rassurés et merci DxOMark pour le test. Bon, après toute l'expérience logicielle, c'est iOS ici, on connaît iOS 17, pas de souci, je vous ferai une vidéo pour en reparler un peu plus tard, c'est un petit peu moins le sujet, là on va vraiment se concentrer sur les nouveautés matérielles de cet iPhone 15 Pro Max. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'ils sont venus faire du côté de la photo, parce qu'une fois de plus, un iPhone 14 Pro Max, un iPhone 15 Pro Max, on se dit c'est la même chose, en réalité c'est pas tout à fait la même chose. Ils sont venus vraiment travailler et très bien travailler la partie photo. Regardez, vous avez 3 capteurs, ça vous aura pas échappé. On a 3, c'est bien, c'est beau, on comprend. Le premier capteur, c'est un grand angle de 48 mégapixels. On l'avait déjà l'année dernière, ça fonctionne bien. Sauf que en fait, là où est venu travailler Apple, c'est intéressant, c'est que vous allez avoir différentes focales à partir de ce 48 mégapixels. Première chose à savoir, c'est que l'année dernière, sur votre 48 mégapixels, sur votre iPhone 14 Pro Max, eh bien lorsque vous preniez une photo, ça vous faisait un export avec une photo en 12 mégapixels. Là, cette année, par défaut, ça vous sortirait une photo en 24 mégapixels. Ça veut dire qu'on aura quand même plus de détails, ça c'est très très bien. Par exemple, j'ai cette photo de Vespa ici. Alors vous regardez, hop là, je viens, je monte, je zoome, et par défaut, ici est écrit
24 mégapixels, vous le voyez. Alors ça c'est uniquement sur votre capteur principal grand angle, parce que si vous allez sur l'ultra grand angle, vous allez avoir des photos en 12 mégapixels, ça déconne pas, c'est normal. Mode portrait, ça vous fera aussi un export en 12 mégapixels. Mais ici, vous voyez, on a quand même un gain qui est intéressant, c'est-à-dire que vous passez de photos l'année dernière où on shootait sur le 48 mégapixels et on arrivait sur un 12 mégapixels. Aujourd'hui, on shoot sur un 48 mégapixels et on arrive en grand angle sur un 24 mégapixels. Ça veut donc dire que vous aurez plus de détails, une meilleure netteté dans les images. Et ça, c'est cool. Et en plus de ça, vous avez 3 focales ici, 24, 28, 35. Donc vous choisissez réellement ce que vous voulez pour venir shooter. Et vous avez même, lorsque vous venez zoomer là et que vous allez en x2, et bien en x2, en réalité, vous allez sur le téléobjectif, 48 mégapixels, on va shooter ici en x2 en 24 mégapixels et ça fonctionne. On vient cropper numériquement dans l'image, sans dégradation de qualité. Donc ça c'est bien. Vous avez ensuite votre ultra grand angle, qui est très bien, qui fonctionne ok, sur lequel vous allez avoir en plus de la macro, donc vous allez pouvoir venir shooter des petites fleurs, des compagnies ci et ça, ok ça fonctionne. Et puis là vous êtes carrément sur un téléobjectif x5 cette fois-ci. Un vrai x5, ça c'est très très cool. 120 mm, ok, on va regarder les résultats dans quelques instants. Sur le papier ça fonctionne. Le mode portrait bien évidemment, la photo de nuit, votre caméra avant, caméra True Depth ici qu'on connaît déjà avec Face ID pour venir déverrouiller très rapidement, ça fonctionne, c'est mignon, c'est sympa. Coucou, c'est moi. On peut venir shooter en RAW, on n'est pas obligé. Puis surtout, on a de la vidéo qui est aussi intéressante où ils sont venus améliorer les choses. Alors bien évidemment, on peut venir shooter en ProRes HDR si on le souhaite ici. On vient l'activer, oui, non, pas comment. Vous choisissez, ok, ça marche. Mais on peut également venir shooter en flat. Ça, c'est un nouveau mode qu'on retrouve ici. Donc on peut venir shooter en log pour pouvoir vraiment retravailler après votre exposition, vos couleurs, bref. Shooter en flat, ça c'est quand même vachement bien. Bon après il y a d'autres modes, un mode ralenti, le mode cinématique qu'on connaissait déjà avant. Le mode portrait qui est aussi intéressant, vous pouvez venir shooter, par exemple faire un focus ici sur l'appareil, faire un focus sur moi avec votre caméra. Il y a différents modes de réglage, bon ça ok on connaît un peu l'histoire. On va passer très très rapidement. La vidéo spatiale qui arrivera à la fin de l'année avec le casque Vision Pro, mais ça une fois de plus à la fin de l'année on en reparlera plus tard. On peut filmer sur 4K 60, bref c'est un appareil qui est très polyvalent et c'est vraiment ce qui nous intéresse. Alors maintenant on va regarder ce que ça raconte quand même en termes de photos et de vidéos bien évidemment. Regardez un peu les images, alors il y a plein de trucs, c'est un peu pêle-mêle. Là on commence par des photos, on est très très proche sur un Vespa Piaggio. Ça c'est grand angle, ultra grand angle, petite différence de colorimétrie, on le voit là, regardez, lorsque vous passez sur l'ultra grand angle, un côté un peu plus violine qu'on n'a pas sur le grand angle, qui est un peu plus froid. Bon ok, on peut venir zoomer dans l'image, on l'avait expliqué, x2, x3, x5, x10, on va jusqu'à x25. Bien évidemment, le x25, on va éviter, la qualité sera pas forcément là. Déjà, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est toutes les couleurs qui sont préservées, qui sont très naturelles. C'est très con ce que je vais dire, mais les rouges sont rouges, les oranges sont oranges et les jaunes sont jaunes. Ça, c'est plutôt bien. En venant zoomer, on est sensiblement sur la même chose. On voit une petite différence de colo ici, là, vous voyez, entre celle-là et celle-là. Si vous regardez, alors je pense que ce sont des gros poivrons au centre, une petite différence ici. Mais dans l'ensemble, le taf est quand même fait. Une fois de plus, on vient là, grand angle, ultra grand angle, ok, ça fait le taf. Et lorsqu'on vient trop zoomer, on va jusqu'au x25. Le x25, il est pas ouf, soyons clairs ici. Si on veut chercher des smartphones qui permettent d'aller beaucoup plus loin, on va plus aller voir du côté de chez Samsung avec notamment un Galaxy S23 Ultra où on pourra venir chercher beaucoup plus loin que ce qu'on a là. Mais bon, on va avoir des photos, je dirais que jusqu'à un x5, x10, ça fera le taf sans problème. Vous voyez, c'est pareil, ultra grand angle, ça fait le taf. On vient se rapprocher, très bonne exposition ici au niveau de l'arbre. On peut venir se rapprocher aussi. La maison du tourisme à Clermont-Ferrand, bon, on évite d'aller trop près, ça fonctionne plus. Quelques petites fleurs ici, hop là, petite fleur, là comme ça fait le taf, l'expo est bonne. La cathédrale de Clermont-Ferrand, où on vient se rapprocher. L'expo est plutôt bonne, je vais regarder au niveau ici des façades, au niveau des arbres, rien n'est cramé, ça fonctionne. Tout est bon, bien équilibré, bonne gestion, ok. Bon, rien à raconter ici. Je vous prends un jet d'eau, place de Jaude à Clermont, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a bien le détail partout là, même au niveau des petites gouttes. Ça c'est quand même vachement bien, ça fait un vrai arrêt sur image, ça fonctionne super bien. On a le ciel qui est là, ça fonctionne bien, enfin bref. Je regarde là par contre, il y a une dégradation de la qualité sur le côté. J'ai l'impression ici, c'est très très bizarre, la matière qu'on retrouve ici sur le sol, c'est quand même vachement moins bien. Alors après, ils viennent travailler avec de l'IA pour vous compenser le contre-jour qu'on a là. Donc là, les bâtiments, c'est pas terrible, c'est un peu bruité. Mais dans l'ensemble, on a quand même une photo qui est assez équilibrée. On va regarder pour venir se rapprocher. Là, vous avez le Puy de Dôme, on va aller faire un gros focus dessus. On se rapproche un peu, ça fonctionne. Il y a un moment où on va perdre un petit peu en qualité. Voilà, ça c'est le max. Bon, faut-il le faire? Je suis pas convaincu. Là, c'est pareil, vous voyez, au niveau des statues, ça fonctionne bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la matière que je retrouve ici. Il y a un côté matière qu'on trouve vraiment au niveau de l'arbre aussi également. Lorsque je vais me rapprocher ici, pareil, ça c'est super bien, vous voyez, très net ici. On va regarder maintenant différentes photos avec le mode portrait qui fonctionne super bien. Donc ça, c'est des photos qui sont posées, qui marchent. Là, le mode portrait qui est magnifique. Les petits cheveux derrière, là, qui sont un peu plus floutés, là, par rapport à là, mais ça fait le taf.
Coucou à Aubin d'ailleurs. Là, on a des photos en mouvement. Ça m'intéresse vachement parce que on est au skatepark. Vous voyez, un skater qui est là, c'est très net. On a l'impression que c'est posé alors que non, globalement, il est en pleine action là. Là, hop là, on a Aubin qui se jette. C'est parti. Et regardez là, au niveau du shoot, lorsqu'il y a un mouvement, ça fonctionne, c'est net, il n'y a aucun problème ici. Vous voyez, là, c'est pareil, la netteté en mouvement, c'est vraiment top. Là, sur des photos plus posées, ça fonctionne. Alors là, en venant zoomer par contre sur du mouvement, c'est pas ouf. Hein. Là, on va éviter quand même. On perd vraiment en qualité, ça se dégrade d'un coup. Là, globalement, c'est pareil, il y a du mouvement, ça se dégrade. Donc, on vient pas zoomer lorsqu'on est en mouvement, mais lorsqu'on est sur le grand angle, ça fait le taf. Mais vous voyez, zoomer, c'est pas ouf. Hein. Là, vous voyez, c'est pareil, on a vraiment un flou de bouger là qui est pas ouf en zoomant. Mais là, globalement, vous voyez, sans trop zoomer, ça fonctionne, vraiment. Ça ressort bien, on a même l'impression que ces AirPods, là, ils flashent dans l'oreille. Vous voyez, sans zoomer tout de suite, c'est quand même vachement mieux au niveau de la qualité. Hein. Le focus est vraiment fait sur lui. Là, c'est pareil sur le mouvement, vous voyez, tac, il est là, il arrive. On a l'impression qu'il bouge pas, alors que non, bah, bien évidemment, il bouge. Là, en l'air, c'est net, ça bouge pas, c'est calibré, ça, c'est vraiment efficace. J'adore cette photo, on a l'impression qu'il est en suspension, que le temps est suspendu, alors que non, globalement, là, il est complètement en train de sauter. C'est vraiment bien fait, ça. Vraiment bien fait. Alors là, on est dans des zones un peu plus de pénombre, lumière artificielle, plutôt bien équilibré, ça fonctionne également. On peut venir zoomer, se rapprocher pour regarder. Bon, plus on zoome, bien évidemment, on va récupérer un peu de bruit numérique là et c'est pas ouf. Mais sur des plans larges, ça marche. Avec assez peu de lumière aussi, ça fonctionne plutôt pas mal. Là, au niveau de la gestion des lumières, bon, en venant zoomer, bon, ça fait le taf. On voit qu'ici, vous voyez, on récupère un peu de bordel ici, là, de la lumière. C'est moins parfait. Là, c'est pareil, je les ai là et je les ai ici. Bon, voilà, ça c'est un peu le petit défaut qu'on va venir retrouver là. D'autres photos en portrait là qui fonctionnent également, qui sont très bien. Là, vous voyez, c'est top. Hein. Avec les lumières du soir derrière, là, le visage qui est plus éclairé là, pour moi c'est top. Là, c'est pareil, hein, vous voyez, en se rapprochant, on le prend comme ça, là, la lumière sur le visage, le contour, ça donne un peu plus d'ombre ici, ça fonctionne vraiment bien. Donc le mode portrait, de toute façon, chez Apple, il est très efficace ici. Là, c'est pareil avec, je vais pas dire un contre-jour parce que c'est une lumière qui au crépuscule, mais pour autant ça fait le taf. Alors on évite de trop zoomer parce que là on récupère du bruit numérique, vous voyez, sur l'œil et tout. C'est là où Apple est pas très bon, hein, c'est quand même sur son zoom. Ça mériterait de pouvoir aller beaucoup plus loin pour venir compenser lorsqu'on vient zoomer et pas de perdre en qualité. Alors ils font un taf là-dessus, mais il y a encore un peu de chemin à faire pour améliorer quand même la qualité. Hein. Et là on a beaucoup moins de lumière, bon voilà, tout de suite c'est beaucoup plus difficile. On voit qu'en faible luminosité, il y a des moments où il galère un peu plus. L'ultra grand angle, il est aux fraises en faible luminosité. Le grand angle, il fait le taf. On évite de venir zoomer parce qu'on se perd. Pas le meilleur en faible luminosité, mais on peut le faire. J'aime bien ce petit côté bûche-feu, on vient se rapprocher, vous voyez. Là, il y a une différence de colo entre là et là lorsqu'on zoome. On peut venir choper, on a quand même un peu de détails. On évite d'aller trop près parce que déjà d'une, on va se brûler, pas bon. Et puis deux, on récupère beaucoup de bruit, donc c'est pas ouf. Là, pareil, lumière artificielle, pizza, ça donne faim. Et ben on a quand même du détail et ça, c'est assez efficace, je dois reconnaître. D'ailleurs, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que le score que nous donne DxOMark sur leur site web, si on regarde, eh bien, c'est de 154. Alors, ça vous parle pas forcément et on s'en fout un peu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est deuxième au positionnement global derrière le Huawei P60 Pro. Donc, il a un excellent résultat en termes de photos, ça c'est cool. Alors, au-delà de la photo, moi, je voulais qu'on regarde aussi la partie vidéo qui est vraiment intéressante, qui a été shootée avec ce smartphone. Donc là, hop, on est ici, entre autres, dans un endroit un peu de pénombre. On voit qu'il a un peu plus de mal avec la gestion de la lumière. Ici, c'est zoomé, donc on perd quand même un peu en qualité. On évite de venir zoomer avec le smartphone parce que ça ne le fait pas des masses. Lorsque vous êtes par contre sans zoomer en extérieur, ça marche vraiment bien. La qualité, elle est top. C'est très bien stabilisé, donc je trouve ça vraiment super cool. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Là, pareil, regardez, c'est fluide, c'est net, c'est un peu zoomé, mais ça reste quand même relativement bon. Donc on évite de trop venir zoomer dedans parce que ça se dégrade quand même. Mais globalement, bon, le taf est pas trop mal fait. Là, c'est pareil ici, ça fait le taf. Globalement, ça fait le taf. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fluidité qu'on va venir avoir ici. Cette image, juste parce que le vélo a eu peur et que ça me fait marrer. Voilà, c'est tout. Sinon, globalement, le taf est quand même bon. Hein. C'est fluide, c'est net, c'est dynamique. Une fois de plus, je vais pas forcément venir vous montrer tout ce qui va être pouvoir fait en vlog lorsqu'on va filmer en flat. De la même manière, je vous montre pas la vidéo en RAW parce que je vais rester plus concentré sur un usage grand public. On peut aller bien évidemment plus loin si on vient filmer en flat, en log. Mais globalement, ici, comme c'est fait déjà, c'est plutôt pas mal. Là, c'est pareil à l'intérieur, on a un peu moins de luminosité. La gestion de la lumière est plutôt bonne, on peut venir zoomer un peu, on évite de trop venir zoomer parce qu'après on voit que la qualité se dégrade, mais globalement comme ça, bon, le taf est fait. On va regarder également maintenant dans cette zone avec moins de lumière, avec ce feu derrière. Bonne gestion au niveau des flammes, ça me paraît quand même plutôt pas mal, c'est assez efficace. Pareil, là on peut venir zoomer un petit peu, on évite, hein, mais bon voilà, ça reste dynamique, ça reste pas mauvais. Dans l'ensemble, pourquoi pas. Donc en fait, ce qui est assez intéressant ici avec ce smartphone, c'est que c'est un vrai petit couteau suisse. Le fait d'avoir différentes focales, ça fonctionne bien. Le fait de pouvoir venir avoir un usage plus pro en photo, en vidéo, en RAW, en log, ça marche, ça c'est bien. D'avoir ce format flat, c'est cool. On est quand même un peu limité au niveau du zoom. On va pas aussi loin que ce qu'on peut retrouver avec d'autres smartphones sur le marché. Une fois de plus dans le très haut de gamme, et ça reste un poil frustrant. Mais pour autant, le taf est fait, c'est de bonne qualité. Bon, c'est très honnête ici. Après, c'est un parti pris. Est-ce qu'on des fois on va aimer la teinte un peu plus jaune de votre iPhone 15 Pro Max ou est-ce qu'on va vouloir préférer des teintes un peu moins jaunes
comme notamment sur un Samsung Galaxy S23, S23 Ultra, S23 Plus et compagnie. Après, ce qui m'intéresse, c'est que Apple est venu apporter quand même pas mal de techno en termes de connectivité. À commencer par du Wi-Fi 6E. Ça, c'est vraiment le truc qui manquait. Wi-Fi 6, l'année dernière, avec un smartphone qui coûtait très cher, je trouvais ça dommage. Ça y est, ils sont un jour. Wi-Fi 6E, ça fait le taf. Bluetooth 5.3 pour l'audio, pour vos AirPods. Bon, ok, il n'y a aucun problème là-dessus. L'audio est aussi très bien. Une carte SIM, une eSIM. La eSIM, c'est bien lorsque vous allez venir voyager à l'étranger, notamment, c'est plutôt cool. La détection SOS par satellite, ça c'était déjà un truc l'année dernière, on en a déjà parlé. La détection d'accident également, ça c'est quand même plutôt rassurant. On a également de l'ultra wideband de deuxième génération, donc avec vos AirTags, très cool. Bien évidemment, il est certifié IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière, donc ça c'est très bien également. C'est pas pour autant qu'on va venir le jeter dans de la flotte, mais s'il pleut ou qu'il tombe dans de l'eau, ça va aller. Et puis il y a la techno Thread pour la domotique à la maison qui est arrivée ici, ça c'est très bien également. Bref, c'est un smartphone que je trouve vraiment intéressant parce que complet en termes de visionnage, en termes d'écran, en termes de qualité, pour venir regarder des films, des séries, il est très bien. Pour le gaming, il est aussi extrêmement polyvalent. Pour la photo, il est bon, polyvalent, ça pourrait être un peu son truc. La polyvalence, il lui manque quelques petites choses, mais dans l'ensemble, c'est une très bonne expérience. Alors après, c'est un smartphone qui coûte quand même relativement cher, mais là où je tiens quand même à saluer l'effort d'Apple, c'est que bien qu'on reste sur un smartphone très premium, très cher, eh bien ils sont quand même venus faire des efforts. Vous regardez sur le site d'Apple, iPhone 15 Pro Max, on voit qu'on est à partir de 1479 €. C'est quand même un certain prix, soyons clairs. Alors après les coloris par défaut titane bleu, ok, il y en a d'autres. Et là vous êtes sur 256 à 1479 €, le 512 1729 € et le 1 Tera, eh bien c'est le même chiffre que mon année de naissance, 1979. Ça reste très cher, soyons clairs, mais les tarifs sont quand même à la baisse par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Donc ça, une fois de plus, c'est vachement bien. On est dans une tendance inflationniste. Je pense que ça vous aura pas échappé. Et on a toujours tendance à dire que Apple augmente ses prix, augmente ses prix, augmente ses prix, augmente ses prix. Et bien cette année, alors que les tarifs augmentent de façon générale, voire explosent avec une inflation galopante, Apple maîtrise ses prix. Je trouve ça quand même vachement bien parce que c'est un signal important qui est envoyé ici aux consommateurs. Alors attention, ça reste très cher, c'est beaucoup d'argent. Ces smartphones-là ne seront pas destinés à tout le monde, mais il y a quand même un effort de fait et il fallait le souligner. Donc une fois de plus, si ces smartphones vous intéressent, bien évidemment, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Donc moi, je suis plutôt intéressé, hypé par ce smartphone. Je trouve bien l'expérience. De toute façon, iOS 17 reste très bonne et ça fonctionne une fois de plus. Il y a plein de choses très intéressantes au niveau de l'écosystème et c'est un écosystème avec un Mac, une Apple Watch, des AirPods, des tablettes, des iPads et compagnie, des AirTags. Donc de toute façon, si vous êtes chez Apple et si vous aimez Apple et si vous voulez renouveler votre smartphone, la question va plutôt être est-ce que je prends un iPhone 15 ou est-ce que je prends un iPhone 15 Pro? Si vous voulez aller plus loin en termes de photos, ça va être l'iPhone 15 Pro, mais on va pas y aller pour l'USB 3, soyons clairs. Après, le titane fait quand même son petit effet, je trouve ça quand même vachement agréable et c'est globalement un smartphone que j'aime beaucoup et que je peux venir recommander s'il vous intéresse. Et d'ailleurs, un sujet qui est super intéressant, j'ai fait une vidéo où je vous compare en photo d'un côté l'iPhone 15 Pro Max, de l'autre côté le Galaxy S23 Ultra. Allez voir cette vidéo, vous allez voir, le résultat est quand même très intéressant.